Avant-propos: quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Amadou Hampâté-Bâ. Au-delà de son contenu intrinsèque, ce livre se veut avant tout un message que ces deux co-auteurs ont voulu adresser à l'élite africaine en général et congolaise en particulier, toutes générations confondues. En décidant de coécrire ce livre avec mon jeune frère Patrick Mbeko, j'ai voulu lancer un message d'interpellation. D'abord à la génération de mes aînés, ou du moins de ce qu'il nous en reste encore aujourd'hui, ainsi qu'à celle à laquelle j'appartiens moi-même, afin qu'ensemble nous prenions conscience du devoir sacré qui nous incombe de transmettre aux générations futures le bagage de nos savoirs et de nos erreurs, de nos réussites et de nos échecs, de nos doutes et de nos certitudes, de nos tâtonnements et de nos découvertes. Ainsi, nous leur ferons faire une bonne économie du temps dans leurs efforts à poursuivre l'œuvre sacrée et infinie de la construction et du développement permanent de notre pays vers l'horizon de son destin. La veille de sa mort, Patrice Emery Lumumba avait lancé prophétiquement ce même appel, à sa façon, sous forme de souhait, dans sa dernière lettre à son épouse. Il y écrivait: « L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. » Malheureusement, beaucoup parmi ses contemporains, africains et congolais, n'ont pas entendu ni compris le sens profond de son cri de cœur 54 ans après cet appel pathétique. En effet, l'histoire du Congo et d'une bonne partie de l'Afrique continue encore, hélas, d'être pensée, initiée, commentée, orientée, écrite voire réécrite à partir des officines des pays du Nord, et cela, parce qu'une majorité d'élites politiques africaines refuse ou a encore et toujours peur d'écrire sa propre histoire pour la transmettre à sa postérité. Permettez que je partage avec vous à ce sujet, deux cas qui m'ont personnellement marqué et contrit. Le dimanche 16 février 1992, jour tristement célèbre où a eu lieu à Kinshasa la tuerie des manifestants connus sous le nom de massacre des chrétiens, je recevais dans ma résidence à Kinshasa Gondin Aîné, un éminent homme politique et intellectuel congolais des années 1960, Thomas Kanza. Cet homme fut l'un des premiers universitaires du Congo et aussi l'un des pionniers de notre indépendance. Il était venu me voir pour solliciter mon intervention auprès du maréchal Mobutu pour appuyer sa candidature en tant que Premier ministre du gouvernement dont les tractations et les consultations se menaient dans les coulisses de la conférence nationale souveraine. J'étais moi-même ministre de la Défense du gouvernement Nguze encore en place. Le sujet de sa visite ne dura que quelques minutes seulement, et cependant, notre entretien s'étala tout au long de la journée, sans nous en rendre compte, à partir du moment où l'homme s'est mis à répondre à mes questions concernant la période trouble des années 1960. Ces heures resteront pour moi parmi les plus précieuses de ma vie, car j'ai appris ce jour-là des vérités inédites. Des anecdotes qu'aucun livre d'histoire ni aucun journal au monde ne m'aurait jamais apprises sur certaines circonstances inédites qui ont conditionné et orienté certains événements clés de l'histoire de notre pays. J'ai appris, par exemple, pourquoi Moïse Tshomba a claqué la porte à Lumumba et à Kasavubu, et a quitté brusquement Kinshasa pour aller déclencher la sécession du Katanga. Ce jour-là, j'ai appris entre autres choses quelles petites erreurs de comportement ou de langage des uns et des autres ont fait capoter le dialogue entre les leaders politiques et fait basculer toute l'histoire de notre pays. Après notre déjeuner, avant de nous séparer, j'ai fait cette observation à Thomas Kanza: « Grand frère, j'ai lu vos quelques écrits, mais les quelques confidences que vous venez de me faire en quelques heures constituent pour moi un véritable cours d'histoire politique que je viens d'apprendre et qui vient de changer toute ma perception de cette période de l'histoire de mon pays et de certains de ses acteurs politiques. Mais pourquoi, ai-je proposé, n'écrivez-vous pas un livre sur toute cette période capitale de l'histoire de notre pays pour mettre tout ce précieux trésor inédit, car c'en est un, à la disposition de notre génération et des générations futures. Il m'a souri et m'a promis que dès la fin de la période tumultueuse de la transition politique et de la conférence nationale souveraine, il comptait effectivement écrire un livre blanc sur cet épisode capital de l'histoire concernant les circonstances troubles de l'indépendance de la très jeune République démocratique du Congo, RDC. Mais malheureusement, il mourra quelques années plus tard sans avoir livré son précieux témoignage, en
emportant avec lui toute sa bibliothèque. En 1999 à Bruxelles, j'ai croisé Monsieur Victor Nandaka, l'un des icônes et pionniers de l'indépendance de la RDC. Nous devrions participer à l'enregistrement des interviews politiques réalisées par 2 journalistes de la RTNC, Freddy Kittange et Wivine Moleka, envoyés expressément par Laurent Désiré Kabila pour recueillir les témoignages des dignitaires de la Deuxième République exilés en Europe. Bien que Monsieur Victor Nandaka fût arrivé en retard, je lui ai accordé le droit d'aînesse et le fit passer avant moi. Je n'ai jamais regretté ce geste. Car, en suivant son interview qui portait sur les circonstances de la fuite de Paul Lumumba, de son arrestation, de son transfert à Mbanza-Ngungu et à Kananga avant sa livraison au Katanga, j'ai été estomaqué par la qualité et la quantité d'informations et de documents inédits que cet homme d'État sortait de sa mallette pour illustrer et éclairer ce dossier pathétique et capital de l'histoire du Congo. Un événement capital qui a fait basculer le destin de notre pays et peut-être même de l'Afrique. À la fin de l'enregistrement, en l'abordant pour le féliciter, je lui lançai « Kulutu, vous êtes vraiment un criminel choqué ». Il sursauta de sa chaise et me toisa « Comment pouvez-vous me dire ça ?» Le qui après toutes les explications que je viens de donner dans cette interview, mais je lui répondis, justement, je ne juge pas la qualité de votre prestation qui m'a au contraire fortement impressionné, mais je parle ici de votre responsabilité vis-à-vis de nous, vos cadets, ainsi que des générations qui viendront après nous. Comment pouvez-vous garder pour vous tout seul des vérités aussi capitales et des documents aussi précieux sur l'histoire de notre pays? Pourquoi voulez-vous laisser des générations futures dans des questionnements et des doutes sur un sujet aussi capital de l'histoire, alors que vous détenez le secret de la vérité? Pourquoi n'écrivez-vous pas toutes ces vérités et ne produisez-vous pas tous ces documents historiques pour les transmettre à la postérité alors? Il s'affaissa dans sa chaise et s'essuya le front, très gêné. Je brisai alors le silence et lui fis cette proposition. Kulutu, en lingala Kulutu veut dire affectueusement et respectueusement grand frère. Nandaka n'était pas seulement un homme politique, il était surtout pour moi d'abord un aîné dans le domaine du renseignement. Il fut en effet le premier chef des services de renseignement après l'accession du Congo à l'indépendance. Le qui veut dire en lingala petit frère ou cadet d'île. Nous allons écrire ce livre ensemble, je vais vous poser des questions et enregistrer vos réponses et nous allons sortir ensemble un livre. Interview sur toute cette période de 1960 à 1965. Je vis ses yeux s'illuminer, génial, nous allons faire ça comme ça. Mais vous voyez bien que je suis souffrant, je suis venu en Belgique justement pour me faire soigner. Dès que j'aurai repris la santé, je vous contacterai immédiatement pour réaliser ce livre. Il était sincèrement ravi de ma proposition, mais malheureusement, il n'est plus jamais sorti de sa maladie. Il emporta ainsi, lui aussi, tout son précieux trésor de ce pan important de l'histoire nationale dans sa tombe. Ainsi, des hommes bibliothèques disparaissent les uns après les autres avec leurs livres virtuels, sans léguer aux générations futures le trésor de leurs expériences. Confirmant ainsi ces propos restés célèbres de l'écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ qui a dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mon profond souci est d'arrêter cette série d'incendies criminels des bibliothèques de notre patrimoine historique. J'estime que nous devons renverser la tendance, car j'ai tiré moi-même bénéfice d'une autre expérience. Contraire, c'est là aux 2 cas malheureux que je viens d'exposer ci-dessus. Tout au début de mes études universitaires en 1968, dans la bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres de l'université Lovanium, je suis tombé sur un livre qui a impacté profondément la perception de mon identité et de ma condition existentielle. Il s'agit de la remise en question base de la décolonisation mentale d'Augustin Mabika Kalanda, écrivain congolais. Ce livre que j'ai lu, et relu plusieurs fois après l'avoir acheté à la librairie universitaire, a fait tomber les œillères coloniales du tout jeune étudiant que j'étais. Il a su éradiquer les tares profondément implantées dans mon subconscient grâce aux préjugés inculqués par des années d'enfance sous la colonisation. Et pourtant, je n'ai jamais rencontré physiquement l'auteur de ce précieux livre. Depuis cette expérience donc,
j'ai saisi l'importance de la lourde responsabilité que porte chaque élite d'écrire pour transmettre aux autres générations les fruits de ses expériences. Ce livre se veut ensuite un message aux intellectuels africains et congolais pour leur montrer que les générations se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Les vains conflits de génération ne sont que la manifestation d'un stupide sentiment de peur pour les aînés et de complexe pour les cadets. Les aînés ont peur d'être supplantés par les jeunes, et les jeunes souffrent d'un idiot complexe d'infériorité qu'ils manifestent souvent sous forme d'agressivité ou de révolte bêtement puérile. Ce livre voudrait briser donc ce tabou ainsi que les préjugés des uns envers les autres. Il voudrait prouver que la force d'une nation vient de la synergie de toutes les générations où les uns apportent le bagage de l'expérience, autrement dit, du secret des réussites et des échecs, tandis que d'autres apportent le fruit frais de l'observation, du questionnement et du zèle pour le progrès infini de la science. Les générations doivent se débarrasser des avatars et des préjugés d'ordre socio-traditionnel pour s'engager résolument dans une nouvelle voie de complémentarité, de solidarité, de respect et de confiance mutuelle. Voilà pourquoi j'ai hautement apprécié l'initiative d'un petit frère, Patrick Mbeko, lorsqu'il m'a approché pour me demander d'écrire avec moi un livre-interview portant sur ce que fut mon expérience personnelle durant les 15 dernières années du pouvoir du maréchal Mobutu, période durant laquelle j'ai évolué au cœur du système, mais ayant estimé qu'à travers mes 2 précédents livres, La transition au Zaïre, Le long tunnel et Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu, j'y avais suffisamment livré ma lecture sur les 10 dernières années de la Deuxième République, et étant moi-même plus préoccupé par l'urgence de la menace qui pèse sur notre pays, la République démocratique du Congo, RD Congo, suite au drame actuel qu'il traverse depuis bientôt 20 ans. J'ai proposé à mon jeune frère de travailler plutôt ensemble sur les causes profondes et lointaines de ces drames intervenus dans notre pays et dans la région des Grands Lacs, car j'étais moi-même fortement impressionné par son livre, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé, qu'il venait de m'offrir avec une dédicace très touchante. À Papa Honoré Nganda, merci de nous avoir grandement ouvert les yeux. De la part d'un fils, Patrick Mbeko. Le contenu de ce livre fortement documenté a démontré non seulement ses qualités de chercheur et d'écrivain mais aussi et surtout sa prise de conscience et son engagement personnel vis-à-vis du cataclysme qui menace toute l'Afrique subsaharienne en général, et la RD Congo en particulier. Ainsi, nous avons convenu de travailler ensemble pour tenter d'apporter, autant que faire se peut, toute la lumière sur les guerres récurrentes et les crimes odieux qui endeuillent notre pays et toute la région des Grands Lacs africains depuis 1986. Nous nous sommes donc fixés comme objectif d'identifier leurs véritables auteurs, leurs concepteurs, leurs commanditaires, leurs complices et leurs victimes, en vue d'établir le degré de responsabilité des différents groupes, tout en dénonçant le caractère sibyllin et dévastateur de leur modus operandi basé essentiellement sur la stratégie du chaos et du mensonge, avec l'appui des médias qui leur servent de support et de rampe de lancement. J'estime en effet pour ma part que l'Afrique doit sortir définitivement de l'ère de la tradition orale qui ne se contente que d'alimenter des ragots et des rumeurs émis par des radiotrottoirs chers aux Africains, émettant de partout et de nulle part. L'élite africaine doit plutôt s'engager dans la pratique moderne de l'écriture, de l'analyse et du débat d'idées, avec comme objectif d'informer, de s'informer soi-même, et de former les jeunes générations pour les initier à la rigueur scientifique de la critique objective, de l'examen et de l'évaluation des événements passés et présents. Cette pratique moderne leur permettra, comme dans d'autres sociétés plus avancées, non seulement de connaître, mais aussi d'appréhender et d'assumer pleinement leur propre histoire. Car le drame que vivent actuellement la RD Congo et toute la région des Grands Lacs africains est dû, en grande partie, à cette absence d'information et de formation de la majorité du peuple congolais qui ignore totalement les vrais enjeux de l'avenir de son pays et de sa propre survie. Et tout cela,
Parce que l'élite congolaise a abandonné son peuple au gré des seuls gouvernants des pays du Nord qui, avec leurs médias dominants, ont profité de cet abandon pour s'arroger le monopole d'information et d'orientation de l'opinion de son peuple. Cette démission collective, qui se manifeste aussi au niveau des autres élites africaines, donne aux puissants pays du Nord le champ libre pour concevoir allègrement des plans et des projets secrets visant à contrôler les ressources du sol et du sous-sol de l'Afrique. Elle leur permet de changer sur ce vieux continent, et cela à leur gré, des dirigeants africains qui ne répondent pas ou plus au profil fixé par eux seuls en fonction de leurs objectifs et intérêts sur le sol africain. Les mêmes puissances élaborent alors des légendes à travers leurs médias dominants pour influencer les peuples africains, sous-informés ou pas informés du tout, en faveur de tels dirigeants qu'ils veulent leur imposer, ou contre tels autres dirigeants qui n'offrent plus de garantie de protection de leurs intérêts sur le sol africain. Cette situation fait que, plus d'un demi-siècle après leurs indépendances nominales, les Africains sont toujours des spectateurs de leur propre histoire, lorsqu'ils ne sont pas à utiliser comme des simples marionnettes télécommandées à partir des capitales occidentales, par de experts en manipulation tapis derrière la nébuleuse de la communauté internationale. Ce livre est justement l'expression de notre volonté d'exposer rien que les faits, la vérité. Mais alors toute la vérité, particulièrement aux Congolais et aux Africains, quitte à dénoncer cette machiavélique stratégie du chaos et du mensonge, conçue et pratiquée par certains médias et gouvernements des pays du Nord qui profitent de l'ignorance et de l'indifférence due à la sous-information des Africains, pour les instrumentaliser contre leur propre destin et contre les intérêts fondamentaux de leur propre pays. L'étude approfondie du cas spécifique que nous abordons dans ce livre, celui de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs africains, est symptomatique et révélatrice de ce fléau. Notre ambition à travers ce livre est que cette étude permette, je l'espère de tout mon cœur, à chaque lecteur, spécialement africain, de parvenir à bien appréhender l'identité et la technique de combat de l'hydre d'Afrique. Ce monstre moderne dont les têtes redoutables sont constituées de multinationales, de puissants lobbies mafieux avec leurs redoutables médias mensonges, ainsi que de certains gouvernants de pays industrialisés, sans oublier leurs nègres de service, placés à la tête de certains États africains. Notre objectif, à travers cette étude, a pour ambition de permettre aux générations présentes et futures de réaliser comment certains pays industrialisés de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale, après avoir décidé unilatéralement que le moment était venu pour eux d'imposer un nouvel ordre politique mondial, propos de George Bush Sr. au début de la première guerre contre l'Irak 1990, ont instrumentalisé, sans état d'âme, des Africains pour tuer d'autres Africains, après que dirigeants américains ont décidé et proclamé ex cathedra au début des années 1990, que nous devons assurer notre accès aux immenses ressources naturelles de l'Afrique, et nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. Ils ont recruté de Africains comme leurs nègres de service, et fabriqué de toutes pièces de fausses rébellions qu'ils ont réussi à présenter au monde entier comme étant des rébellions mieux. Des guerres de libération conçues et menées par des Africains eux-mêmes contre leurs gouvernants. Et s'ils ont facilement réussi dans leur entreprise mensongère sans apparemment rencontrer d'obstacles ni de résistants ni en Afrique, et nulle part ailleurs, c'est grâce essentiellement à l'appui de leurs médias dont ils s'en sont servis pour ériger des faussetés en vérités absolues qu'ils ont ensuite imposées aux peuples africains et au reste du monde, jusque dans leur subconscient. Mitchell Kerzman, qui connaît bien l'âme profonde de ce monde des fauves, cité par Jean Ziegler dans Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent, a judicieusement stigmatisé certains principes de base qui guident ces multinationales en ces termes très durs: tuer ou être tué, dévorer ou mourir, telle est leur devise, posséder le marché, anéantir les concurrents, et il en conclut qu'au fond, toutes les grandes entreprises de haute technologie, toutes celles qui sont parvenues en haut de l'échelle, sont dirigées par des assassins sanguinaires. Pour parvenir à ce niveau,
Vous devez être un parfait requin. Le jugement de Kertzmann peut paraître trop sévère, il ne traduit pas moins le degré de cruauté et de barbarie dont font montre ces lobbies mafieux déguisés en multinationales, ces têtes voraces de l'hydre de la communauté dite internationale, vis-à-vis de peuples africains dont notamment ceux de la région des Grands Lacs africains. La cruauté et la barbarie de ces requins internationaux n'ont d'égal que leur avidité et leur gloutonnerie. Dans cette jungle moderne de la mondialisation en effet, l'Afrique, avec ses immenses réserves du sol et du sous-sol, et le peuple africain sont considérés comme leur chose, sans plus. Lorsqu'après l'indépendance de la RD Congo, en 1960, ces puissants lobbies politico-financiers d'Occident avaient décidé d'éliminer Patrice Emery Lumumba. Leurs médias l'avaient présenté au peuple congolais et au reste du monde dit libre comme un dangereux communiste qui menaça la paix et l'avenir de la jeune République démocratique du Congo. Et pour s'en débarrasser, ils ont instrumentalisé ses propres compatriotes congolais pour le neutraliser et l'assassiner. Et lorsque ces mêmes vautours avaient choisi Mobutu, en 1965, pour le placer à tête de la RD Congo en fonction de leurs intérêts, leurs médias l'avaient baptisé l'homme fort et providentiel. Mais lorsque les mêmes vautours internationaux ont décidé, à la fin des années 1980, qu'ils allaient dorénavant prendre le contrôle des richesses et des immenses réserves dont regorge le continent africain, ils ont instrumentalisé les Africains, les Ougandais, les Rwandais, les Burundais, les Angolais, les Érythréens, les Tchadiens, les Zimbabwéens et les Aïrois congolais pour déstabiliser toute la région des Grands Lacs, plongeant ainsi le Congo-Zaïre dans une spirale infernale de violence, d'humiliation et de misère sans précédent. Ces pays du Nord, évoluant au sein des organisations internationales qu'ils sont les seuls à contrôler, ont développé chez les Africains, grâce à leurs médias, le syndrome du larbin qui leur permet de les instrumentaliser à gré contre leurs propres intérêts et contre les rares leaders affranchis qui osent résister contre ce système féodal établi à l'échelle planétaire. Mon plus grand souhait est qu'à la fin de la lecture de ce livre, chaque élite congolaise et africaine d'aujourd'hui et de demain prenne conscience de la gravité du danger et sorte du sommeil hypnotique provoqué par des médias qui monopolisent et inondent les réseaux de communication de par le monde avec des contre-vérités et des mensonges fabriqués dans leurs officines. Leur but inavoué est de nous rendre malléables à gré. L'Amérique, l'Europe et l'Asie ont écrit et continuent d'écrire leur propre histoire. Pourquoi refuserait-on à l'Afrique le droit d'écrire elle aussi la sienne propre? Ne répondez pas à cette question avant d'avoir lu ce livre. Honoré Ndanda Nzamboko Atimba.